Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Voici 2 semaines, l'année dernière donc, nous avons examiné avec nos invités les grands événements politiques de l'année 2024. Bien évidemment, ces politiques se poursuivent aujourd'hui et lors de cette émission, nous discuterons de 2 grands projets royaux qui touchent à l'ensemble de la société marocaine. La réforme du Code de la famille dans une orientation telle que souhaitée par le souverain commandeur des croyants est sur la bonne voie et devrait trouver son chemin dans les arcanes institutionnels pour être décliné en loi dans le droit positif. La restructuration de la communauté des Marocains du monde a également fait l'objet de 2 discours du souverain et le gouvernement s'attelle à redéfinir les structures et institutions évoquées par Sa Majesté. Le gouvernement donc, avec toutes ses composantes, travaille aujourd'hui en plus de ses autres priorités à faire avancer ces 2 grands chantiers sociétaux qui concernent des millions de Marocains, plus de 9 millions de ménages et plus de 5 millions de Marocains du monde. Nous en parlerons avec nos 2 invités. C'est Brahim Rachidi. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du bureau politique de l'USFP, vous êtes avocat et vous êtes ancien vice-président de la Chambre des représentants. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci, marhaba, marhaba aussi. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur et vous êtes aussi, et dans cette qualité, membre du bureau politique du PAM. Merci, messieurs. Merci, Bachir, pour l'occasion qui nous est offerte d'échanger. Merci, marhaba, bikom. Je commence. Alors, c'est toujours la même chose, à tout seigneur, tout honneur. La majorité, on commence par vous. Quelles sont les grandes orientations retenues dans cette nouvelle proposition de réforme du Code de la famille? En tout cas, merci pour l'invitation. Ce que nous en retenons, c'est d'abord 2 éléments qui, à mon sens, sont très positifs. D'abord, la méthode. La méthode qui est devenue finalement maintenant la signature du souverain. C'est-à-dire une méthode qui se veut inclusive, participative, qui implique tout le spectre socio-économique de notre pays. Qui crée le débat dans une société où finalement le débat n'existe plus ou pas, pour arriver à un point d'équilibre. Un point d'équilibre qui finalement est stable. Après, le challenge sera comment le décliner, comment le valoir. Le deuxième élément très très important, à mon avis c'est un peu un signal faible qui à mon sens est extrêmement encourageant, c'est le rôle des ulama, le rôle du Conseil supérieur des ulama. Dans une approche comme disent les ingénieurs, solution-oriented, à rechercher des solutions, à déterminer ce qui est proscrit et de trouver des solutions qui sont au diapason de la société. Et cet élément du rôle de l'ulama, il n'est pas anodin. Je vais raconter une histoire, vous le savez tous, c'est que après la bataille d'Isli, le roi 1844, il y avait Moulay Abdelrahman, mais le roi Hassan Ier avait réalisé, la bataille d'Isli a été une espèce de douche froide pour réaliser le retard de développement du Maroc. Le roi Hassan Ier et en même temps l'empereur du Japon avait eu la même décision, la même idée en même temps. Le Japon aussi, douche froide de l'attaque des Américains de la baie de Tokyo, d'un pays renfermé pendant 2 siècles. Les 2 ont eu la même décision d'envoyer des étudiants marocains pour pouvoir récupérer le retard de développement. Je ne vais pas refaire l'histoire. L'expérience marocaine a été avortée. Il y a eu une seule cohorte. Une des raisons de cet avortement, c'est que les ulama de l'époque avaient résisté à l'idée d'envoyer des jeunes Marocains étudiants à l'étranger. En même temps, le Japon, en 20 ans, a récupéré son retard et est devenu un pays industrialisé. Donc le rôle des ulama dans une approche constructive, mais ayant en fil directeur ce que Sa Majesté le Roi a donné comme feuille de route, ne pas autoriser ce qui est proscrit et ne pas interdire ce qui est autorisé, il y a un champ d'efforts à faire et c'est les 2 points qui, à mon sens, sont extrêmement séduisants dans cette On reviendra sur la position de votre parti. Oui, en effet, on se rappelle que c'était donc de mémoire fin juin 2024, Sa Majesté ayant reçu
la proposition donc, de la commission qui avait été désignée par ces soins, avait confié ça à l'examen du Conseil supérieur des ulama, encadrant exactement la mission en donnant une orientation précise. 6 mois après, nous avions donc cette proposition. Maître Brahim Rachdi, les grandes orientations que vous retenez, je sais que vous êtes spécialisé dans cette question. Merci pour l'invitation, c'est Aziz. Et il faut rappeler qu'il y a 2 ans, Sa Majesté le Roi a annoncé le projet de réforme du Code de la famille, la Modouana, parce que la première Modouana a été promulguée en 1958, juste après l'indépendance. La deuxième Modouana, c'était aussi en 1993, et la dernière, qui est toujours en vigueur, a été promulguée suite à une commission en 2004. Bien sûr, après 20 ans de pratique dans les tribunaux, il s'est avéré qu'il y a des dysfonctionnements qu'il faut absolument corriger. Et c'est pour cela que, depuis, Sa Majesté le Roi a donné une feuille de route en créant l'instance chargée de la réforme du Code de la famille, présidée par le premier président de la Cour de cassation, président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Mohamed Abd Nabawi. Et cette commission à laquelle assistait le ministre de la Justice, le président du Conseil national des droits de l'homme, le procureur général président, le président du Conseil de l'Ulama, cette commission avait reçu plus de 1400 associations et intervenants dans le spectre religieux, partis politiques, organismes politiques. Et cette commission, elle a eu 6 mois de travail. Pendant les 6 mois, elle a proposé à Sa Majesté le Roi 139 propositions pour réformer l'actuel Code de la famille. Sur les 139 propositions, Sa Majesté le Roi a adopté la majorité. Il y avait 17 qui devaient être clarifiées, soumises au Conseil supérieur du ulama, en vertu de l'article 41 de la Constitution, alinéa 3, qui dit que le Conseil de Sa Majesté préside le Conseil supérieur du ulama, chargé de l'étude des questions qui lui sont soumises, et il est le seul habilité à prononcer des fatwas, c'est-à-dire des consultations religieuses. Il y a eu 17 propositions soumises par Sa Majesté au Conseil des ulama. Sur les 17, il y avait donc 10 qui étaient adoptés sans problème, et 4 étaient retoqués, amendés par le Conseil supérieur des ulama, et il restait 3 qui n'ont pas été acceptés: l'ADN, l'héritage tassib, l'ADN, l'héritage tassib et... Troisième, d'accord. Je vais vous le dire là. L'ADN, l'héritage tassib et l'héritage entre musulmans et non-musulmans. Ah oui, effectivement. L'héritage entre musulmans et non-musulmans. D'accord. Et on en reviendra pour développer ça. Et cette démarche est une démarche, comme cela a été dit par mon ami Sema Ammar, était une démarche participative avec une méthodologie où tout le monde, nous sommes dans un pays démocratique où chacun exprime son point de vue en respectant le point de vue de l'autre, ce qui fait qu'il y a une certaine cacophonie depuis que Sa Majesté a reçu la commission le 24 décembre 2023, et une cacophonie parce que, je ne parle pas du Conseil de ulama, mais il y a certains pseudo-ulama qui commencent à interpréter à leur manière un certain nombre de dispositions. Et pourtant, vous l'avez lu sur l'article de la Constitution qui est clair, le Conseil supérieur des ulama est la seule instance habilitée à prononcer des fatwas. À prononcer les consultations religieuses, les fatwas devant être officiellement agréés sur les questions dont Sa Majesté, en tant que commandeur des croyants, c'est le dernier qui a le dernier mot. J'ajoute, si vous le permettez, que Sa Majesté, quand il a reçu le chef du gouvernement, le ministre de la Justice et le ministre des Affaires religieuses, leur a dit: faites des commissions, approfondissez les recherches. Ça veut dire que Sa Majesté laisse la porte ouverte à l'ijtihad. Oui. À l'ijtihad, bien sûr, en tant que commandeur des croyants, c'est lui qui a le dernier mot. Mais alors, il y a cette différence entre 2004, date de l'adoption de la Modouana, donc la première du règne de Sa Majesté, et aujourd'hui 2024. À l'époque, il y avait cette commission donc, qui avait été instituée par Sa Majesté, qui avait été présidée par Si Mohamed Bousta. Il y a eu... M. Dahak. Auparavant, c'était M. Dahak qui a été remplacé. Boustel lui avait succédé. Mais il y avait
une ébullition sociale avec des manifestations ici à Rabat, des manifestations à Casablanca. Cette fois, justement, c'est l'importance de l'approche participative qui fait que dès le départ, tout le monde était concerné, était impliqué. Alors, c'est là où je voulais en venir, c'est que malgré ça, il y a quand même deux camps qui sont opposés, si on peut appeler ça des camps. Globalement, un progressiste et l'autre conservateur. Et si on se rappelle, dès que le communiqué du cabinet royal avait été publié, tout le monde avait exprimé sa satisfaction avant que certaines critiques commencent à émerger, commencent à apparaître ici et là. Pourquoi, selon vous, Younes Ma'amar? Sachant que, excusez-moi, je vous coupe, sachant que vous êtes de la majorité, vous êtes de l'opposition. Je pense, bon, on a parlé un petit peu de ça avant l'émission, en préparant l'émission. Vous n'êtes pas tout à fait opposé dans votre approche, mais au niveau de la société, on voit que ça va un petit peu dans tous les sens. Alors, oui, ça va dans tous les sens, et c'est peut-être un mal nécessaire. Le débat est toujours constructif. Tant qu'il est dans le même esprit de la recherche de l'intérêt commun. Tout à l'heure, je disais que cet exercice, qui est donc la signature du roi de cette approche consensuelle et didactique et inclusive, a mené à un point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, il est stable. Il est stable par les propositions qui ont été proposées, comme il a été listé par Serachidi. Mais je ne suis pas d'accord, et au PAM, nous ne sommes pas d'accord, de considérer qu'il s'agit là, quand viendra le débat par rapport à ces orientations, et demain à sa transformation en textes légaux. Je ne suis pas d'accord qu'il s'agit d'une confrontation entre le modernisme et le conservatisme. Je pense qu'au contraire, l'objet, c'est de conjuguer le modernisme et le conservatisme. Nous n'avons pas de complexe de dire que nous avons une dimension moderniste et une dimension conservatrice en chacun de nous, et au niveau du PAM en particulier, d'ailleurs le nom le suggère. Authenticité, donc l'idée n'est pas de rentrer dans une approche de confrontation, quand bien même ceux-là même qui cherchent la confrontation, peut-être pour d'autres raisons, voudraient nous amener dans cette arène. Il ne s'agit pas d'un élément de confrontation, car nous avons tous un guideline ou un canevas qui est notre religion, qui est aussi un commandeur des croyants qui a donné les termes de référence ou le cadre dans lequel nous opérons, et comme vous disiez tout à l'heure, qu'il y a un conseil de l'ulama qui peut-être sont mieux habilités que moi, ou que beaucoup de ceux qui se déclarent nouveaux savants, pour traiter de la chose religieuse. Donc il faudrait, au lieu de rentrer... je dis que c'est un mal nécessaire parce que c'est un peu comme... C'est un sujet qui nous concerne tous, qui tape dans l'intime, qui tape dans le personnel, qui révèle peut-être certains démons parfois, certains réflexes d'une relation sociale ou d'une relation entre hommes et femmes dans notre pays qui peut-être est le vrai sujet sociétal ou la sociale dans notre pays. Tout à fait, plutôt mais sociétal. Il ne faut pas tomber dans le piège, et nous ne tomberons pas dans le piège de vouloir faire de ce débat un débat de confrontation entre deux pans de la société, parce que nous sommes tous et modernistes et conservateurs. Et dans notre point, nous n'allons pas tomber dans le piège, non pas de débattre des principes et de leur mise en exécution en termes de loi, ce qui serait la noble chose et que nous devons nous y atteler, mais ce qu'on voit aujourd'hui dans cette espèce de logorée sur les réseaux sociaux, c'est qu'on part non pas sur les textes eux-mêmes, mais sur leur interprétation souvent fausse, ou en tout cas erronée, intentionnellement ou non, et que les débats se font non pas sur les textes eux-mêmes, mais sur des interprétations secondaires, tertiaires, etc. Et l'idée, c'est de laisser passer cette vague naturelle, cette espèce de fièvre naturelle, pour ensuite prendre nos bâtons de pèlerin pour expliquer. Et d'ailleurs, c'était aussi l'orientation qui a été faite dans le cas après la séance de travail. Expliquer de manière didactique, pédagogique et sereine ce que le constat que nous avons, ce que ces aménagements proposent, et dans quel cadre, le cas échéant, ils sont en effet parfaitement conformes avec notre religion et avec l'évolution de notre société. C'est ce qui, effectivement,
j'apprécie l'expression nouveau savant que vous avez utilisée, qui est pas mal. Mais bon, dans notre pays, dans notre société, nous sommes un pays, une société qui débattons. À force de tomber à bras raccourcis sur l'autre camp, on n'ose plus. Malheureusement, on ne débat plus. Parce que les débats très rapidement deviennent shakhsana, c'est-à-dire la personnalisation. Ouais. Le débat. L'attaque à dominem, etc. L'attaque. Alors, Et là, et parfois, je vois que certains partis politiques existants dans la scène nationale rentrent dans cette espèce de spirale fétide. Cette spirale qui ne sert ni vous la avez des mots cause. très forts. Oui, vous avez des mots très très forts. J'ai des mots qui sont aussi forts que les discours que nous entendons. Quand quelqu'un vient avec une audience, commence à mettre en doute la pertinence du Conseil des ulama, et de sa présidence, ça c'est très fort. Bien entendu qu'il faut montrer du doigt cette espèce de fait pervers. On va mettre ça à partir du moment où c'est light, entre guillemets, pour parler en bon français, on va mettre ça sur le compte de la liberté d'expression. Mais j'étais en train de dire justement, et c'est Brahim, je vous pose la question aussi, c'est qu'on est tellement tombé à bras raccourcis, on a tellement éreinté, accablé les gens de l'autre camp, qu'on commence à avoir une certaine réticence à parler de progressistes, de conservateurs, de modernistes, de traditionnalistes. Et pourtant, ça existe, ce n'est pas une honte. Et chacun exprime son avis, sachant que de toutes les manières, vous l'avez dit à la fin de votre première intervention, Maître Rachidi, c'est à Sa Majesté que revient le dernier mot, surtout quand il est fondé constitutionnellement sur l'avis du Conseil supérieur des ulama. Absolument. Moi, je pense, je ne suis pas concerné par ce qui a été dit par mon ami, c'est Mahammar, parce que pour nous, le code de la famille concerne la société marocaine, toute la société marocaine. Et ce n'est pas un terrain où il doit y avoir une confrontation entre la droite et la gauche. Ce n'est pas mon propos, c'est la réelle réaction qu'on a sur le terrain. Parce que nous, en tant que SFP, on n'est pas concernés. Il ne parlait pas de vous. Il ne parlait pas de vous. Pour nous, enfin, de vous, de l'USFP. Pour nous, le débat doit être apaisé. Et cette réforme, comme elle concerne toute la société marocaine, elle doit être consensuelle. Parce qu'on va légiférer pour toutes les Marocaines. Donc et le débat est sain, quelque part. Le débat est très salutaire. Exprimer le débat est très salutaire, leur désaccord. Mais je dois préciser que tout d'abord, il s'agit de simples suggestions. Simples suggestions. Qui doivent passer par le circuit législatif. Tout d'abord, ces suggestions, et je pense que le gouvernement va vraiment faire le maximum pour que l'on soit fidèle à ces suggestions, parce que pour nous, à l'USFP, nous considérons que c'est un minimum des minima. Ce qu'on a actuellement, c'est le minimum. Donc, cela signifie que le gouvernement doit s'atteler à faire des propositions qui doivent être en conformité avec ces suggestions qui sont faites par le Conseil des ulama et ne pas sombrer devant un certain nombre d'exégèses qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Le Conseil des ulama est une institution constitutionnelle qui a fait son travail. Nous devons donc respecter ces institutions constitutionnelles, d'autant plus que le Conseil, Sa Majesté, a approuvé ce qu'a amené le Conseil des... Chacun est libre d'exprimer son point de vue, mais pour nous, nous considérons que ce qui a été fait tient compte tout d'abord de la Constitution marocaine, de la religion musulmane, de la réalité et bien sûr des traités internationaux que le Maroc a ratifiés. Notamment, j'en cite deux. Le traité de lutte contre toutes les discriminations contre les femmes, qui a été, si vous voulez, ce traité... Il n'y a plus la réserve marocaine sur... Aucune. Il a été adopté d'ailleurs à l'unanimité par les Marocains. On a levé toutes les réserves. Oui, mais M. Rachidi, s'il y a suprématie de la loi, s'il y a contradiction avec la loi nationale... Non, c'est des lois internationales qui priment sur le... Donc, à partir du moment où le Maroc l'a approuvé, l'a ratifié, ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de réserves. Il y avait des réserves. Il y avait des réserves, mais étaient levées. Parce que ce texte a été, cette convention a été votée à l'unanimité. Et il y a la deuxième chose, c'est que le traité de la protection de l'enfant. Ce traité de la protection de l'enfant, il a été approuvé par l'ONU en 1993 et le Maroc l'a approuvé en 2015. Là aussi, principalement l'article 7. L'article 7 du traité de la protection de l'enfant dit la chose suivante. Tout enfant a le droit de connaître son père biologique, c'est-à-dire de connaître sa filiation. Et à partir du moment où cette réforme, ce projet présenté par les ulama à Sa Majesté, approuvé devant Sa Majesté,
prenne en considération les dispositions constitutionnelles et le respect des traités internationaux et la spécificité de la société marocaine avec toutes ses composantes historiques. Nous sommes un pays comme cela est prévu par la Constitution dans l'article 1. Je pense que ce code de la famille, et le gouvernement doit adopter une méthodologie participative, écouter l'autre pour que ça soit adopté à l'unanimité et d'une manière consensuelle. Alors, justement, vous êtes de deux camps opposés, disons, politiquement, j'insiste. Hein, peut-être n'est-ce pas, parce que c'est l'élément pas de nuance. évident. Oui, L'élément de nuance, tout à l'heure, bien entendu, je ne faisais pas référence à l'USFP quand je parlais de ces nouveaux savants. On avait compris, oui. Peut-être que c'est Rachidi, je devais le clarifier pour lui. Mais il est important que les partis traditionnels, les acteurs traditionnels, une fois cette espèce de fièvre passée, descendent pour pouvoir expliquer. Qu'est-ce que vous entendez par parti traditionnel, c'est Mammar? Par Qu'est-ce que vous entendez par parti traditionnel? Je pense qu'il gouverne avec vous. Il y a un parti traditionnel qui gouverne avec vous. Je ne parlais pas d'un parti traditionnel. Je parlais du fait que ce n'est pas à l'USFP que je faisais référence quand je disais que je parlais des nouveaux savants. D'accord. Je pense que vous voulez qu'on parle de l'Istiqlal. Il est avec nous, bien entendu, on en parlera quand le moment viendra. C'est un parti respectable. Alors tous les partis sont respectables. Je vous coupe, si vous permettez, Mammar. On va revenir à la politique. Donc vous êtes de deux camps opposés. Dans cette histoire, dans cette question de la Moudouana, vous faites plus ou moins front commun dans les grandes lignes et même dans les petites lignes. Maintenant, je voudrais vous poser une question à vous en tant que majorité. Vous n'êtes pas le gouvernement, mais vous êtes la majorité. Est-ce que, avant qu'il y ait extinction de ce grand débat sociétal, de ce grand débat national qui est un peu partout, est-ce que vous vous êtes approché de l'opposition parlementaire avec toutes ses composantes, que ce soit l'USFP, que ce soit le MP, Mouvement populaire, que ce soit le PJD, que ce soit d'autres? Est-ce que vous avez fait un travail d'approche pour répondre à ce qu'a dit Sa Majesté, enfin la demande du cabinet royal de Sa Majesté de communiquer, expliquer? Est-ce qu'il y a eu une tentative, enfin une entreprise de rapprochement avant d'aller expliquer ça à la population? D'abord, par rapport au point qui a été dit tout à l'heure, pour nous, on ne considère pas que c'est le minimum syndical. On considère que ce qui nous a été, les recommandations proposées ne sont pas un détail, elles ont le sceau quand même du commandeur des croyants, et il en va maintenant dans sa déclinaison, dans sa vulgarisation. Par contre, franchement, je ne pense pas, on a l'humilité de ne pas considérer qu'il y a un minimum syndical, par exemple, à titre d'exemple. Je ne considère pas que les éléments qui ont été refutés par les ulama sont nécessairement un échec, parce que nous n'avons pas le monopole de la sagesse ou de la connaissance, et que je pars du principe que c'est ulama. On considérait qu'à titre d'exemple, que l'ADN exclusif pour pouvoir déterminer le lien de paternité était proscrit. Et en creusant un peu, en creusant un peu les réticences du Conseil de l'Ulama par rapport à ce point. Ce point sur l'ADN, le Conseil de l'Ulama dit finalement, on est contre l'idée de déterminer et une filiation et un nasab, une paternité et une filiation par l'ADN seul. C'est-à-dire qu'il n'exclut pas le fait que l'ADN puisse être un élément dans une batterie d'outils pour pouvoir déterminer cela. Par contre, il dit... Donc ce n'est pas un échec, ce n'est pas un refus de l'ADN, c'est un refus de l'ADN seul. Il dit, elle ne libère pas de la responsabilité. Si l'ADN établit une responsabilité de paternité, il y a une responsabilité en termes de prise en charge de l'enfant né. Donc l'élément de nuance vient d'où? C'est ça qui est intéressant. L'élément de nuance, pour vous expliquer pourquoi, ou le réticence, il vient d'où? Il vient du fait qu'il pourrait y avoir un effet pervers qu'une filiation par l'ADN exclusive, qu'un établissement de la filiation par l'ADN exclusivement casse l'institution du mariage qui est celle-là même que cette Moudouana tend à préserver. Parce que les gens se diront, finalement, on fait l'ADN et je mets les enfants dans le livret de famille. C'était ça l'effet pervers que cette réserve motive. Et je pense qu'il y a en cela un exercice d'espèce d'intelligence collective qu'il faut saluer. Demain, pour revenir à ta question, est-ce que la majorité a pris son bâton de pèlerin, comme je disais tout à l'heure? La réponse, c'est elle est en train de le faire. À titre d'exemple, au niveau du PAM, nous avons l'organisation des femmes du PAM qui a commencé déjà à adopter à Rabat, à Casablanca et dans plusieurs villes du Maroc, mais au-delà de là, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir lever les craintes, pour pouvoir parler aux majorités silencieuses, loin du brouhaha ou du SDA de
des réseaux sociaux qui sont encore, comme je disais tout à l'heure, il faut que le mal nécessaire passe. Donc on va le faire. Alors, et on est en train de le faire, et par rapport à la société civile, par rapport au terrain, et bien entendu par rapport aux engagements des discussions avec les partenaires. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour ce sujet et une dizaine de minutes pour le sujet suivant de la diaspora. Est-ce que vous avez été rapproché Très important. Oui. Sa Majesté, quand il a reçu le chef du gouvernement avec les ministres et le président du Conseil de l'ONU, il leur a dit « Allez-y, expliquez ». Tout à fait. Et d'ailleurs, au Parlement, avant-hier, la commission des lois, que préside l'USFP d'ailleurs, on devait recevoir le ministre de la Justice et le ministre des Affaires religieuses. Ça a été reporté. D'ailleurs, je ne sais pas dans quel cadre. Parce que quand on va vers la commission des lois, c'est pour défendre des lois. Or, là, c'est des orientations. Le terrain sur lequel m'a amené mon ami Ma'ammar, c'est le problème de l'ADN. L'arsenal juridique, c'est un tout. Aujourd'hui, au Maroc, on détermine un certain nombre de crimes grâce à l'ADN. Pourquoi on ne dit rien pour l'utilisation de l'ADN au pénal et non pas au civil? Je vais plus loin. L'article 151 de l'actuel Code de la famille, qui est en vigueur, dit « La filiation paternelle s'établit par une forte présomption et ne peut être désavouée par une décision de justice. » Choubha. Je vais à l'article 153 qui dit il ne peut être contesté si ce n'est par l'époux, par la voie de lien, c'est dans la thème, ou par moyen d'une expertise décisive, et cela à condition que l'époux concerné produise des preuves. Quand l'époux le veut, on utilise l'ADN. Or, l'article 158, il nous dit quoi? L'article 158. Vous parlez d'une loi qui est en train d'être changée, n'est-ce pas? Non, de la loi qui existe aujourd'hui. Mais dans le sujet, est en train d'être changée, effectivement. C'est pas changé, non. Tant que ce n'est pas voté par le Parlement, c'est l'actuelle loi qui est appliquée. Aujourd'hui, à Serachid, nous sommes en train de parler des éléments qui... Est-ce que vous avez parlé de l'ADN? La réforme, oui, de l'ADN dans le cadre des recommandations de la Commission. Non, attendez là. Parce que dans ce code qui est en vigueur aujourd'hui, pour moi, je ne connais que ce code aujourd'hui. Alors, je connais ce code, pas autant que vous êtes maître, terminer. Mais aussi les recommandations qui ont été proposées. Non, mais pour moi, non. Laissez-le finir. Moi, si je vais demain devant le tribunal pour un problème, j'utilise le code. Mais bien entendu, je ne vais pas utiliser ce qu'on va faire demain et après-demain. On le laisse expliquer déjà. Le débat n'est pas un débat entre... Je ne suis pas avocat et vous l'êtes. Ce n'est pas un débat sur les textes juridiques. Le débat sur la réforme de la Moudouana, sur la recommandation qui sont posées aujourd'hui. La Moudouana, c'est un texte juridique. Il est en train... C'est pas un truc il est en train d'essayer d'expliquer quelque chose. Je vous explique un peu. L'existant. Actuellement, l'existant, les tribunaux du Maroc, les tribunaux de la famille au Maroc, le magistrat, l'article 150, lui permet de procéder à une expertise judiciaire. Or, le magistrat ne va pas voir une voyante pour lui dire que est-ce que X est le fils de Y. L'expertise judiciaire, ça veut dire que le magistrat va ordonner une expertise médicale. Et l'expertise médicale se fait par l'ADN. Aujourd'hui, ça existe dans le texte actuel. Donc, il ne faut pas retourner en arrière pour dire que ça n'existe pas. Sinon, demain, quand quelqu'un a tué quelqu'un, on trouve son ADN, on leur dit non. L'ADN, là-bas, on dit non, on ne va pas s'en sortir. L'ADN, c'est un moyen technique. Je vais plus loin. On va même plus loin. Donc, la transfusion sanguine. Je suis en France ou ailleurs, et puis arrive un malheur et on me fait une transfusion. Je ne vais pas leur demander est-ce que le sang, c'est le sang d'un musulman, d'un coq. L'ADN, c'est un moyen technique qui va aider le magistrat à prendre une décision. Alors, on a parlé de l'ADN. Il nous reste 5 minutes pour ce thème. Okay. C'est là où il faut être vigilant sur ne pas rentrer sur de fausses... pas de faux débats, tous les débats sont ça, mais de fausses chimères. Je m'explique. Non, attention. Là, chimère, ce n'est pas un mot. Moi, je ne parle pas de chimère. Moi, je parle d'un texte juridique qui est approuvé, qui est en vigueur aujourd'hui. Ce n'est pas une chimère. D'accord. Attendez. Ce n'est pas une chimère. Tout à l'heure, vous n'êtes pas attaqué. Non. Vous êtes supposé d'accord sur les grandes lignes. On est parfaitement d'accord, justement, pourquoi? Qu'est-ce que ça aurait été si vous n'avez pas été d'accord? Non, on est parfaitement d'accord, justement, pour ne pas, tirer le débat vers des éléments qui ne sont pas nécessaires. L'ADN dans le registre pénal, l'ADN, nous sommes en train de parler de l'ADN dans le registre de la famille, qui est cadré par un cadre juridique et religieux particulier. Ce que je dis, c'est que contrairement à ce qui était supposé de dire on revient à l'arrière, l'histoire de l'ADN par rapport aux autres crimes, les éléments que vous avez bien voulu citer, c'est acquis, la technologie, la science a évolué. Ce que je dis, c'est que moi, je suis humble.
lorsqu'il y a une réserve faite par le Conseil de l'Allemagne par rapport à l'ADN, et je suis humble et je vais chercher pourquoi il a fait cela. Et quand je cherche pourquoi ce qui motive cette décision, à savoir qu'elle ne doit pas être prise uniquement, ce qui n'est pas contraire, qui n'est pas incohérent avec ça, comme ça on laisse et réagir. qui n'est pas utilisée comme moyen exclusif pour pouvoir déterminer le nasab, mais qui détermine la paternité. Ce texte parle de la paternité. La recommandation des ulama parle de deux niveaux. Il y a la paternité et la responsabilité, c'est-à-dire et la filiation. La filiation est conditionnée, la paternité ne l'est pas. La paternité et donc les responsabilités associées à la paternité, c'est-à-dire prendre en charge, etc., sont tout à fait établies. Alors, quelque part, La nuance, elle est au filigrane. La nuance, c'est par rapport à l'institution du mariage que... Je ne comprends pas. Il y a une chose que je ne comprends pas. Allez-y, expliquez-nous. Actuellement, on peut reconnaître la filiation grâce à Shubha ou le Qafa. Qafa, ça veut dire quelqu'un qui va voir X, le fils de Y, il voit lui, il a un point de un grain de beauté. Voilà, ici, c'est son fils. Shubha, l'iqrar. Moi, je dis que c'est mon fils, sans rien. Et aujourd'hui, les tribunaux jugent, ordonnent l'expertise par ADN. Mais le problème qui existe, c'est qu'il n'y a pas une sanction si le père refuse de le faire. Nous avons à Casa un cas. Il a refusé de faire l'ADN. Mais par la suite, il a reconnu sa fille. En France, quand quelqu'un refuse l'ADN, c'est une présomption de paternité. Il est considéré comme le ça a l'air père d'être évident, biologique oui, effectivement. Or, l'ADN, c'est Ma'amar, existe aujourd'hui chez nous. Le Qafa, c'est Shabah. Il y a beaucoup de choses qui existent dans l'actuel Boudouana. Le problème, et là où on doit faire preuve de beaucoup d'intelligence, c'est essayer de simplifier le rôle des juges, des magistrats dans les cas de... Parce qu'aujourd'hui, on leur donne un certain problème, certaines choses, le droit d'appréciation, le pouvoir d'appréciation. Et le pouvoir d'appréciation pose de temps Alors, vous avez dit ce que vous aviez à dire tous les deux sur ça. Je voudrais avancer. Finalement, on est d'accord sur le fond, peut-être un peu moins sur la forme, mais sur le fond. C'est-à-dire qu'il finit préserver l'institution du mariage si le recours exclusif, unique, était de nature, non pas dans des espèces de schémas de conflit, mais de schémas de réduire ou d'appauvrir l'institution du mariage, il y a une pertinence à y réfléchir. Vous êtes étalé sur tout ça, vous êtes étendu, vous important, avez dit ce que vous aviez à vous dire, mais maintenant vous allez répondre en 1 minute chacun, et c'est quelque chose qui est aussi important. Certains analystes du camp plutôt conservateur, sans nommer personne, imputent à l'actuel Moudouana adopté en 2004 l'explosion du nombre de divorces. C'est parce qu'il y a eu cette Moudouana en 2004 qu'il y a eu les divorces. Or, on pourrait parler de l'évolution de la société, on pourrait parler du recul de l'âge de mariage, on pourrait parler d'une plus grande instruction des filles. Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans cette explication, ou alors, je sais que ce n'est pas votre camp, vous revenez à cette question de divorce, c'est-à-dire à cette question de Moudouana pour le divorce. Est-ce que vous pensez que c'est dû à autre chose? Mais là, je vais vous demander d'être rapide. Je vais être aussi rapide que les porteurs de cette analogie le sont, c'est que ce sont des éléments décorrélés, parce que la tendance au mariage tardif, la tendance au divorce sont d'origine sociétale au-delà même du code de la Moudouana. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le fait que le Moudouana impliquait plus de divorces, et vous, Brahim Rachidi? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, vous êtes en plein intérêt. Ça n'a rien à voir. Parce que je donne les dernières statistiques données par le ministère de la Justice. En 2024, nous avons... dans les tribunaux, il y a eu 24 000 divorces prononcés. À côté, il y a 240 000,89 mariages, soit 10%. Le divorce ne fait que 10% des mariages. Vous n'aurez pas les statistiques d'avant ? Le divorce n'a rien à voir avec... Le divorce a des explications qui tiennent à la société marocaine, pouvoir d'achat, les conditions de vie, la cherté de la vie, les querelles, l'infidélité conjugale, la violence conjugale, les problèmes économiques, surtout les problèmes économiques, les interventions familiales, Alors, le père et la mère. Je ne récuse pas vos chiffres, maître. Non, c'est le ministre de la Justice, c'est pas moi. Mais notre ami, M. Wahbi. Maître Hassan Daki, qui est le président du parquet, il me semble, de mémoire, il y a quelques années, avait constaté un nombre élevé de divorces. Oui, tout est relatif. Non, tout est relatif. Si vous considérez que 10% est élevé, oui. Mais pourquoi? Parce que vous savez, avant, il y avait des mariages qui étaient des mariages par le Fatiha,
qui n'étaient pas recensés quand on dit. Aujourd'hui, tout est cadré. Et ça, c'est les statistiques du Alors, je ministère reste avec vous, Brahim Rachidi. On passe, allez-y, rapidement. Pour rebondir sur Rachidi, je suis d'accord avec lui qu'il y a les éléments économiques qui expliquent le niveau de divorce, le retard de mariage, le niveau du divorce et la khéré, mais aussi les éléments sociétaux. C'est qu'en fait, un dénominateur commun de la fièvre que nous vivons aujourd'hui dans le réseau, qui est enflammé sur, comme on disait tout à l'heure, sur non pas débattre sur les sujets, mais sur des explications ou des interprétations souvent erronées, on trouve qu'elles ont 3 dénominateurs communs. D'abord, une espèce de relation entre les hommes et femmes et entre nos jeunes garçons et nos jeunes femmes qui sont peut-être du fait de l'éducation, du fait de plein de choses, basées sur le rapport de force, sur le matériel, sur la suspicion. Alhamdoulilah, ce n'est pas général. Mais ce sont les éléments qui, aujourd'hui, peut-être sont plus pertinents pour l'explication des divorces ou des retards dans le mariage qu'une moudouana à venir. Alors, je reviens à vous, Brahim Rachidi, pour le deuxième thème, c'est-à-dire celui de la diaspora. On sait que Sa Majesté s'est exprimé 2 fois sur ce sujet-là, sur les 2 dernières années. Et en 2013, Brahim Rachidi, vous disiez ceci: il faut éviter les amalgames et les clichés sur la réalité de la migration, car il est constaté que les jeunes lauréats diplômés du Sud réussissent mieux aux États-Unis qu'en Europe. Alors, je voudrais vous demander, vous poser 2 questions, parce que je sais que vous allez encore partir dans tous les sens, donc je vais essayer de cadrer tout ça. Quelles sont les grandes tendances de après le recensement, quelles sont les grandes tendances qu'on dégage dans la forte communauté, et comment ça va se passer, selon vous, la nouvelle gouvernance avec les 2 organismes, le mécanisme et la Fondation Moi, je ne pense pas que les Marocains réussissent demandé par Sa Majesté. Beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe ou dans d'autres pays, d'autant plus que dans les pays européens. Il y a beaucoup de jeunes Marocains, d'origine marocaine, qui sont ministres, qui sont députés. Vous aviez dit ça, vous, en 2013, hein, je ne l'ai pas inventé, c'est vous qui avez dit ça. En 2013, nous sommes en 2020. Ben justement, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tout à fait, vous n'en êtes pas un hacha. Non, vous êtes un précieux... C'est un précieux document que vous utilisez. Donc, les choses ont beaucoup changé depuis. N'oubliez pas aussi qu'il y a la montée de l'extrême droite, la montée du fascisme et de l'extrême dans certains pays européens. En Europe, oui. En Europe, qui fait que, malgré cela, aujourd'hui, nous avons vu que dans l'ancien gouvernement français, il y avait un Marocain qui venait d'avoir la nationalité française depuis 11 ans. Et puis, en Belgique et en Hollande, il y a beaucoup de Marocains qui sont au Parlement, président, maire, etc. Au contraire, aujourd'hui, la diaspora a changé de visage. Parce que ce n'était plus des ouvriers. Aujourd'hui, c'est la 3e génération. Oui, mais vous reconnaîtrez quand même qu'il y a un changement dans les pays d'accueil. Et on va de moins en moins vers les pays d'Europe et de plus en plus vers d'autres pays, que ce soit en Amérique du Nord ou du Sud, que ce soit en Asie, du Sud-Est ou en Asie extrême. Les gens qui vont vers l'Asie sont des gens diplômés qui peuvent avoir des situations confortables, beaucoup plus intéressantes qu'en Europe. C'est pas donc il y a un changement, il y a un glissement. Mais bien sûr, il y a un changement. Et heureusement, les Marocains existent partout et ils sont très bien... On parlait tout à l'heure des chercheurs. Il y a de très grands chercheurs qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Hollande. Il y a un changement qui est certain. Deuxième question, c'était quoi? Alors, deuxième question, c'est sur la gouvernance. Alors, Sa Majesté a appelé à la création de la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger, le mécanisme national de mobilisation des compétences. Sa Majesté avait attiré l'attention du gouvernement le 22 août 2022 pour fixer une nouvelle réforme du CCME, le Conseil consultatif des Marocains de l'étranger. Or, ce conseil c'est un conseil qui est prévu par la Constitution, l'article 17. Mais sa gouvernance pose un problème parce que ça fait 17 ans. Il est composé de 37 personnes. Il y a beaucoup qui ont démissionné. Il y a même Mme Najat Vallaud-Belkacem qui était membre, qui est devenue ministre, qui n'est plus dedans. Il y a d'autres personnes qui sont parties. Et c'est tout à fait normal que Sa Majesté pose le problème, étant donné le rôle économique que joue la diaspora marocaine. N'oubliez pas que... 120 milliards de dirhams à peu près. 120 milliards de dirhams à peu près. C'est à peu près 10%, un peu plus, un peu moins que le 10% du PIB. Mais ce qui fait que le gouvernement, Sa Majesté, a rappelé à deux reprises. La dernière, c'était en 2023, et dernièrement, lors de la 49e anniversaire de la marche verte, j'attends que le gouvernement fasse des propositions de réforme de cette institution. Consacré à cette question. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait? Vous êtes la majorité ici. Il y a une symbolique forte dans le fait que ce soit un sujet
abordé dans le cadre au 49e anniversaire de la Marche verte. Vous avez parlé en effet qu'il y a une nouvelle gouvernance proposée. Et quand il y a une nouvelle gouvernance, c'est soit parce que l'ancienne n'a pas bien marché, ou soit parce qu'il y a des éléments nouveaux. Et à mon avis, c'est sans doute un peu les deux. L'élément nouveau, comme vous avez dit, c'est que la diaspora marocaine, aujourd'hui, on a atteint le seuil psychologique des 100 milliards de dirhams de transfert, 8% du PIB. Et quand on creuse sur ce chiffre, on parle que des transferts. On a qu'à peu près 90% sont dans le cadre de la tradition marocaine de solidarité avec la famille et la khalé. Et il y a un pourcentage relativement très petit, 7% qui est l'investissement. Et quand on enlève l'immobilier, c'est un pourcentage encore plus petit. Donc, il y a quelque chose à faire. Quand on creuse ce transfert, d'abord on parle de transfert sur l'aspect économique, après de l'aspect social, c'est-à-dire quand on creuse sur ces transferts, on voit que les Marocains font des petits montants beaucoup. Fréquemment des petits montants, bien entendu, sauf quand il y a un décès. Aujourd'hui, on se rend compte quand même de 2 ou 3 éléments qui, à mon avis, nécessiteraient ou plaideraient pour pouvoir les creuser. C'est que 90%, 75% de ces montants sont transférés via Western Union et les agences de transfert qui sont extrêmement onéreuses. Donc voici, s'il y a un élément que nous allons creuser, c'est comment faciliter, fluidifier les transferts des Marocains de l'étranger vers le Maroc, d'une part par rapport au schéma traditionnel de Dat Walidine, de la solidarité avec leur famille, et demain aussi par rapport à l'investissement. L'investissement, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à ce que chacun... l'investissement, ce n'est pas la somme des grands projets, c'est la somme des petits projets qui font le développement. Et il y a pertinence à ce que l'on pense, et non pas qu'on ne va pas réinventer l'eau tiède, ça a été fait dans plusieurs autres pays, de créer des fonds dédiés, des fonds portés par des institutions marocaines, qui puissent être, dans lesquelles la souscription peut être offerte au RME pour pouvoir investir au Maroc. Je disais que c'est un élément, la symbolique, c'est parce qu'il n'y a pas que l'aspect économique et sur lequel il y a une myriade de propositions dont nous sommes en train, au niveau du PAM, en train d'élaborer pour en faire une note de proposition à discuter au gouvernement. Il y a aussi par rapport à l'élément social, et aussi par rapport à l'élément de l'action des Marocains dans leur écosystème où ils sont. Les Marocains, comme il a été dit tout à l'heure, on a des ministres, on a des chercheurs, mais il y a, je ne sais pas les chiffres, mais sur les X 1000 communes rurales et urbaines dans les pays de l'immigration, il y a des Marocains qui sont dans les conseils municipaux, les conseillers. Il y a, à mon avis, une chose à faire par rapport à utiliser ce vecteur, non seulement pour la défense des intérêts de notre pays, auprès de la société civile locale, mais demain aussi, il y a un point qui a été dit tout à l'heure, vous avez dit, c'est pour pouvoir leur donner les outils et à leurs enfants face à la déconstruction sociale et au racisme qui devient structurel dans ces pays, donc leur apporter ces outils pour pouvoir se préserver. C'est le côté résolument social, voire sociétal. Le côté économique, vous êtes avocat, mais vous êtes aussi professeur d'économie. Oui. Est-ce qu'il y a, on a cru comprendre qu'il y avait des menaces qui pesaient sur les transferts. On va essayer d'éviter de citer les noms. Justement, vous savez, avec la montée des extrémismes en Europe, et avec certaines ambiguïtés qui viennent du Maroc aussi. Parce que maintenant, on leur dit, attention, on va vous taxer sur la maison que vous possédez dans le pays de l'immigration. Et il faut que le gouvernement cesse de prendre ces petites mesurettes qui n'ont pas un impact financier important pour les Marocains du monde. Et il faut que, d'ailleurs, c'est pour cela que Sa Majesté a appelé à réformer le Conseil consultatif des Marocains, en facilitant les procédures administratives des Marocains de l'étranger. Ils viennent en congé pendant un mois, ils viennent en congé pendant un mois, ils le passent devant la tracasserie administrative. C'est pour cela que le rôle de la communauté marocaine à l'étranger est important. Moi, je pense qu'il participe à concurrence de 10% de l'investissement extérieur. 10%, non pas 7%. Ça, c'est les choses officielles. Lui parlait de la somme des transferts qui arrivaient, c'est-à-dire les 120 milliards ça, c'est les choses qui transitent. Ça, c'est les choses qui transitent officiellement par le canal de l'Office d'échange. Mais bien sûr, avec ce qui a été dit par Mahmoud, c'est qu'il y a beaucoup de canaux qui permettent aux Marocains du monde d'envoyer de l'argent ici.
Et je pense qu'il y a même un changement. Ce n'est plus avant, le Marocain de MRE investissait dans la pierre, une maison, etc. Maintenant, il commence à réaliser des petites entreprises et il faut qu'il y ait une simplification des procédures administratives. Il va falloir qu'on fasse une émission sur, c'est fini, une émission sur ce mécanisme national de mobilisation des compétences parce qu'il y a beaucoup à dire et ça rejoint un peu ces synthèses. C'est ce qu'a demandé Sa Majesté. C'est ce qu'a demandé Sa Majesté. En créant. Je disais par rapport à. Merci à vous, Brahim Rachidi. Merci. Pour dire que par vous rapport. Avez 10 secondes. 2 secondes. Il y a par rapport aux Marocains de l'étranger de soutenir nous Marocains d'ici, de les préserver de deux problèmes la prédation ou de la machine administrative et la prédation de la machine économique pour pouvoir en faire des acteurs. On restera sur ça. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup. C'est Brahim Rachidi. Vous terminez, vous êtes d'accord, vous terminez l'émission en étant d'accord. Merci à vous de nous avoir suivis et à une prochaine émission du débrief. Merci à vous.